Le problème n'est pas que le professeur Camteau soit candidat. Il peut l'être s'il est investi par un parti effectivement représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils municipaux ou selon les dispositions de l'article 121, alinéa 1 du Code électoral. Le problème est que le MRC et son leader tentent d'imposer une interprétation farfelue de l'article 121, alinéa 1, en faisant croire que le professeur Camteau peut directement être investi par la formation politique qu'il dirige, alors que sa situation réelle relève de l'article 121, alinéa 2, qui vise la candidature d'un parti non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils régionaux ou municipaux. Un bref rappel du contexte sociopolitique camerounais permet de situer la radioscopie de ce débat juridique qui prend vainement de l'ampleur au sujet précisément de la candidature du leader investi directement par le MRC à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. C'est un constat de réalité que le collègue Maurice Camteau fait peur au pouvoir en place. Sinon, on n'aurait nullement injecté au sein de l'opinion cette controverse de divertissement relativement à sa supposée inéligibilité. La sagesse populaire nous renseigne que les enfants ne jettent la pierre que contre le feuillage d'un arbre qui produit du fruit succulent. Dans le cas contraire de l'arbre sans fruit, et en empruntant la formule prosaïque, familière ou du quartier, ces enfants passent leur route. Ce n'est donc pas un hasard si le tribalisme érigé en méthode souterraine de gouvernement incline à faire incruster, dans des faibles esprits instrumentalisés, qu'un originaire d'une certaine sphère ethnique ne sera jamais président de la République. La simple jalousie du double esprit entrepreneurial et solidaire de ce peuple au dynamisme avéré fonde et déclenche pareille déchéance morale politique. C'est un duel juridique, un combat idéologique, un bras de fer qui oppose deux cerveaux hypertrophiés de la République. D'un côté, le stratège universitaire du régime Mathias Eric Ouanangini, de l'autre, le juriste souverainiste Jean-Calvin Abba Oyono. Un champ de bataille, la candidature de Maurice Camteau, l'enjeu, rien de moins que la légitimité démocratique de l'élection de 2025. Cette fois, ce n'est pas sur un plateau de télé, juste un clavier et une plume qui n'a jamais tremblé, un statut comme on en voit 1000 par jour, sur fond noir, texte blanc, paragraphes ciselés comme des sentences. Mathias Eric Ouanangini publie, et chez lui, quand le stylo gratte, c'est rarement pour écrire des berceuses. Pour ce faire, le MRC et ses vuvuzélateurs et vuvuzélotes mobilisent sophistiquement l'article 15 alinéa 3 de la Constitution pour faire croire que l'article 121 alinéa 2 du Code électoral est contraire à la Constitution, car il induirait un mandat impératif qui, selon les dispositions de cet article de la loi fondamentale, est nul. C'est une interprétation forcée, car l'article 15 alinéa 3 de la Constitution ne fait que protéger le député dans l'exercice de son mandat comme député de la nation. On ne peut pas directement faire de cet article 15 alinéa 3 un principe général ou principe fondamental, car il ne vise que le mandat du député, n'est pas inséré dans le préambule de la Constitution qui énonce des règles de principe, comme la non-rétroactivité de la loi, et ne concerne pas les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. C'est plutôt l'article 6, alinéa 6 de la Constitution qui dispose que l'élection présidentielle est régie par la loi. Le Code électoral, en l'occurrence, ceci depuis 2012. C'est cet article 6, alinéa 6, qui vient conforter les dispositions de l'article 121. Alinéa, un tiret 1 et un tiret 2, puis alinéa 2. Boum! Premier coup de canon. Il ne se contente pas d'interpeller, il décrète, il verrouille. Dans sa bouche, l'article 121 du Code électoral devient une interdiction absolue, une sentence constitutionnelle déguisée. Il est donc discutable de faire croire qu'un parti n'ayant pas pris part à des élections puisse se prévaloir d'être représenté par des élus ou assimilés qui ont été investis par d'autres partis, ou pour le Sénat parfois désignés par une nomination, et ont acquis des mandats électifs sous la bannière d'autres partis. La représentation évoquée à l'article 121 du Code électoral est une représentation politique dont le fondement principal repose sur des mécanismes électifs. Faire croire que cette représentation serait détachable des mécanismes électifs
qui sont normativement, formellement et factuellement, matériellement, la base, est une hérésie juridique. Le fait que d'éminents juristes soutiennent cela n'y change rien. Et pendant que le poste se répand comme une traînée de poudre, Méon anticipe la riposte. Il les écrase d'un réveil de clavier. La rhétorique claque. C'est une gifle à main nue. Il poursuit, glaçant. En somme, il reste constant que le MRC ne peut investir directement un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, car il n'est pas représenté dans les conseils municipaux ou régionaux, ni au Sénat, ni même à l'Assemblée nationale. Si cette formation s'obstine à soutenir cela, c'est qu'elle veut prendre prétexte d'une disqualification prévisible d'une candidature du MRC faussement fondée sur l'article 121, alinéa 1 du Code électoral, pour tenter une insurrection. Personne n'est dupe. Et là, derrière le masque du professeur, transparaît le stratège politique. Car tout au long du texte, un mot, Maurice Kamto, mais l'ombre du président du MRC plane sur chaque ligne. Le message, Maurice Kamto serait un hors-la-loi potentiel, un facteur de désordre, un élément dangereux. Ce n'est pas une critique anodine, loin de là. Ce n'est pas un observateur lambda. C'est le professeur Mathias Eric Onangini, fils de baron, figure du Landeno académique, électron libre du régime, mais jamais trop loin du noyau dur qui choisit de, je cite, repositionner le débat présidentiel sur le terrain de la structure du terrain, de l'ancrage réel, car ce n'est pas la première fois que le politologue s'invite dans le débat. En 2018 déjà, c'est lui qui avait qualifié la victoire autoproclamée de Kamto d'illusion populiste. En 2020, il avait justifié la non-participation au régional de MRC comme une auto-marginalisation volontaire. Et en 2025, il y revient plus tranchant que jamais pour dire Kamto, c'est fini. Même la loi ne veut plus de lui. Si la critique de Onangini se veut frontale et offensive, la réponse de Jean Calvin Abba Oyono s'inscrit dans une toute autre logique, celle de la déconstruction intellectuelle rigoureuse, presque clinique, publiée sur les réseaux sociaux. Sa réaction ne vise pas à faire du bruit, mais à remettre les pendules à l'heure. Et il le fait avec une précision redoutable. Dès l'introduction, le ton est donné. Ramenant la balle au centre du débat juridique, il est un argument fallacieux, couramment évoqué, selon lequel le MRC, n'ayant pas participé aux précédentes élections locales et nationales, et donc n'ayant pas d'élu, est disqualifié à l'investiture directe de son leader. On en vient ainsi à convoquer ou à exciper utilement la Constitution de la République qui dispose, dans son préambule, que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Il n'existe aucune loi aux dispositions à connotation électorale qui contraigne le président de parti, Maurice Kamto, de s'abstenir à candidater pour avoir implémenté le boycott des élections susvisées. Ensuite, l'autre argument avancé est tiré de l'article 121.2 du Code électoral. On y tient, en substance, que la représentation du parti politique à l'Assemblée nationale est la condition exigée pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Le légicentrisme, encore appelé le règne de la loi parlementaire, résiste mal à la construction pyramidale de la hiérarchie des normes dans notre État moderne. À la vérité, c'est le traitement constitutionnel de la notion de représentation qui est le sentier juridique indiqué. L'article 2.1, lequel est souvent demeuré sous le boisseau par le fait des mains inexpertes, dispose « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en approprier l'exercice. » L'article 15.2 poursuit en ces termes « Chaque député représente l'ensemble de la nation. » Il résulte des dispositions qui précèdent que la Constitution a clairement institué le mandat représentatif. C'est la représentation nationale du député, et donc transpartisane, c'est-à-dire au-dessus des partis politiques, qui prime conformément à la Constitution. La représentation partisane du député n'y est point consacrée, car la souveraineté nationale est incompatible avec la prétendue puissance d'un parti politique qui n'est qu'une fraction du peuple, signe manifeste de la souveraineté populaire pour laquelle la Constitution n'a pas fait grand cas.
Ce n'est donc pas un hasard si l'alinéa 3 de l'article 15 susvisé a entendu extirper l'élu de l'emprise de son vecteur d'investiture électorale qu'est le parti politique, en postulant de la nullité du mandat impératif. La constitutionnalisation du mandat représentatif ignore superbement l'emprise alléguée du parti politique. Il faut bien arriver à détruire la racine du mal en s'appuyant sur la Constitution. Abba Oyono plante le décor. On ne peut pas juger l'efficacité d'un leader politique en dehors du contexte dans lequel il opère. C'est une mise en garde contre la lecture abstraite comme celle de Onangini qui passe, selon lui, à côté du verrouillage structurel du système politique camerounais. Il poursuit en posant une question essentielle. Dans un style pourtant sarcastique, destiné à captiver l'attention des profanes du droit, je posais la question de savoir que vaut le Kitoko, qu'est la loi parlementaire, devant le Chivas, qu'est la Constitution. Rien du tout, la Constitution primant sur la loi. L'inconstitutionnalité manifeste de l'article 121, 2 de la loi électorale est en cause. Dans ce cas de figure, la loi ne peut absolument pas faire écran à la Constitution. La France, qui a si souvent inspiré nos conceptions juridiques, nous rappelle opportunément que la loi n'exprime la volonté générale qu'en conformité avec la Constitution. C'est le sens de la décision du Conseil constitutionnel en date de 1985, dans l'espèce statut de la Corse, telle une ancienne ou un son de cloche répétitif, la jurisprudence de la Cour de cassation française proscrit également l'application des textes contraires aux normes supérieures. Les organes administratifs et juridictionnels chargés séquentiellement de la validation des candidatures ont l'obligation d'écarter systématiquement l'application de la loi scélérate au profit de la Constitution pertinente. La loi est en erreur juridique, puis en commission corrélative de la faute. Maurice Kamto ne saurait subir cette hérésie de la loi en raison du principe général du droit fixé par la jurisprudence de la Cour suprême, statuant en matière administrative à l'appui de la maxime latine ci-après « Nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans ». La traduction française de cette règle, créée par le juge, signifie que nul, ni même l'autorité administrative, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et faire supporter à autrui ses propres erreurs ou fautes. Ici, le professeur ne mâche pas ses mots. Il accuse le système d'être verrouillé, rendant illégitime toute critique fondée uniquement sur les résultats électoraux. Il rappelle au passage les multiples cas de fraude, d'intimidation, de tripatouillage dénoncés par les acteurs politiques de l'opposition. Puis, il glisse un tacle appuyé à ceux qu'il appelle, je cite, les analystes du dimanche, aveugles par leur proximité avec le système ou par une vision idéalisée de la politique. La cible est claire. Sans nommer Onangini, il vise la tentation qu'ont certains intellectuels de juger les acteurs politiques à l'aune des normes juridiques idéales, oubliant que le terrain camerounais est miné. Plus loin, il écrit « La controverse juridique n'a pas lieu d'être en raison de la combinaison de la clarté puis de la suprématie de la norme constitutionnelle. La politique, et davantage celle politicienne, ne peut occulter le droit positif. Il faut bien pouvoir parvenir à tordre le cou à cette pieuvre qui pollue inutilement l'environnement juridique. Dans l'histoire politique du Cameroun en démocratisation heurtée, la migration des élus des partis politiques d'opposition vers le parti-État RDPC n'a jamais suscité de l'émoi, ici et là. Il apparaît alors ridicule de constater que le mouvement inverse fait l'objet de puériles polémiques, le but étant de tenter vainement d'installer, dans les esprits mal préparés, la mort électorale de Maurice Kamto par le canal direct du MRC à l'occasion de l'échéance déterminante d'octobre 2025. La main invisible du pouvoir, dans le détournement des vrais débats qui interpellent la nation, ne passera plus inaperçue. Nul n'est plus dupe. La candidature naturelle du champion du RDPC est magistralement bousculée au plan judiciaire par un jeune intrépide se situant aux antipodes de l'applaudimètre. Nul ne s'en préoccupe. Et l'on voudrait nous faire croire que c'est Maurice Kamto qui apparaît comme le dindon de la farce savamment fabriquée. Le bilan nullissime qui colle à la peau du pouvoir, depuis près d'un demi-siècle de gouvernance mortifère,
et pourtant cette ombre qui suit implacablement l'homme jusqu'au vote sanction dans le secret de l'urne. Et les Camerounais, connaîtront enfin le bonheur d'être gouvernés, par des hommes et des femmes soucieux de l'élévation du seul destin du peuple et non plus celui des seuls et dégradants intérêts des gouvernants. Cette phrase est un pivot dans sa démonstration. Il y oppose la légitimité électorale formelle, souvent biaisée, à une légitimité populaire réelle illustrée par les mobilisations massives autour de Maurice Kamto depuis 2018. Il convoque ici la force du terrain, des foules, des espoirs portés au-delà des chiffres proclamés. Il enfonce le clou avec cette formule. L'actualité politico-juridique finit par être rattrapée par le passé lointain. Sieyès, prêtre en exercice, était le concepteur de la souveraineté nationale. La pirouette semble opportune de rattacher le séisme amorcé par Monseigneur Cléda et l'ensemble du clergé à ce regard lointain de l'Église catholique. Ici, l'accusation est frontale et elle vient d'un juriste, pas d'un militant. Pour Abba Oyono, les résultats électoraux au Cameroun ne sont pas la conséquence du suffrage, mais le produit d'une ingénierie institutionnelle. En ce sens, blâmer l'opposition pour ne pas avoir d'élu revient à renverser la charge de la preuve. Une manière élégante de dire que les attentes exprimées par Méon sont déconnectées de la réalité camerounaise, voire complices du système. Il appelle ainsi les analystes à un sursaut. Comprendre que dans une démocratie truquée, la résistance ne passe pas forcément par les urnes, mais par la mobilisation, l'éducation politique et la constance d'un discours alternatif. D'un côté, Mathias Eric Onangini, analyste flamboyant, adepte des formules choc, pourfendeur de la politique, de l'illusion et du populisme performatif. De l'autre, Jean-Calvin Abba Oyono, juriste mesuré, technicien du droit et de la chose publique, partisan d'un diagnostic froid mais tranchant. Le premier accuse, le second démonte. Le clash n'est pas frontal, mais les flèches sont bien envoyées. Le duel est de haute volée. Sur la forme déjà, le contraste est saisissant. Onangini parle dans les médias, s'adresse à l'opinion, cherche le fait. Abba Oyono écrit, cite la loi, recontextualise deux styles, deux écoles, mais le fond, lui, est un véritable champ de bataille. Quand on a dit... Le problème est que le MRC et son leader tentent d'imposer une interprétation farfelue de l'article 121 alinéa 1, en faisant croire que le professeur Kamto peut directement être investi par la formation politique qu'il dirige, alors que sa situation réelle relève de l'article 121 alinéa 2, qui vise la candidature d'un parti non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils régionaux ou municipaux. Abba Oyono rétorque. Il n'existe aucune loi aux dispositions à connotation électorale qui contraigne le président de parti, Maurice Kamto, de s'abstenir à candidater pour avoir implémenté le boycott des élections susvisées. Ensuite, l'autre argument avancé est tiré de l'article 121.2 du Code électoral. On y tient, en substance, que la représentation du parti politique à l'Assemblée nationale est la condition exigée pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Le premier réclame des résultats, des maires, des députés. Le second rétorque que l'absence d'élus ne prouve rien dans un système biaisé. Sur le terrain de la légitimité, les positions sont irréconciliables. Pour Onangini, la légitimité politique passe par les institutions, même défaillantes. Pour Abba Oyono, la légitimité se construit dans le rapport direct avec le peuple et l'intégrité dans la résistance à un système vicié. L'un croit encore au levier de l'État, l'autre dénonce un État captif et verrouillé. Sur la question du réalisme politique, Onangini accuse le MRC d'avoir trop rêvé, d'avoir surjoué le rapport des forces sans assise structurelle. Abba Oyono répond que la sagesse populaire nous renseigne que les enfants ne jettent la pierre que contre le feuillage d'un arbre qui produit du fruit succulent. Dans le cas contraire de l'arbre sans fruit, et en empruntant la formule prosaïque, familière ou du quartier, ces enfants passent leur route.
Autrement dit, il faut parfois dépasser le réalisme pour ouvrir des brèches dans le système. Et puis, il y a la question sensible des règles du jeu. Là encore, deux visions s'opposent, celle de la réforme de l'intérieur contre celle de la rupture assumée. Mais ce qui cristallise le plus le conflit, c'est leur vision du rôle de l'intellectuel. Onanguini se veut le vigile de la rigueur, de la méthode, du concret. Il tacle ce qu'il considère comme de l'auto-intoxication militante. Abba Oyono, lui, défend une posture d'engagement lucide. Et dans son sac, la vérité, c'est que l'opposition au Cameroun ne peut pas être jugée avec les critères d'une démocratie normale. Non. Ce duel entre Onanguini et Abba Oyono n'est pas qu'un échange académique, c'est un miroir tendu à toute la société camerounaise et plus encore à son élite intellectuelle. Il révèle une fracture fondamentale. Faut-il jouer le jeu d'un système verrouillé, le renverser par le boycott, la résistance voire la désobéissance? Onanguini incarne une frange de l'élite qui croit encore à l'institution, même abîmée, même illisible. Il pense que le changement ne peut venir que par des voies balisées, même si elles sont tordues. Il dit: en somme, il reste constant que le MRC ne peut investir directement un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, car il n'est pas représenté dans les conseils municipaux ou régionaux, ni au Sénat, ni même à l'Assemblée nationale. Si cette formation s'obstine à soutenir cela, c'est qu'elle veut prendre prétexte d'une disqualification prévisible d'une candidature du MRC faussement fondée sur l'article 121, alinéa 1 du Code électoral, pour tenter une insurrection. Personne n'est dupe. C'est une vision dure, mais lucide sur la nature du pouvoir. Pour lui, Maurice Kamto s'est trompé d'arène. Abba Oyono incarne l'autre voie, celle du refus, le refus de légitimer un jeu faussé, le refus de croire que l'on peut gagner en respectant les règles d'un tournoi que l'arbitre truque dès le départ. Il écrit: la main invisible du pouvoir, dans le détournement des vrais débats qui interpellent la nation, ne passera plus inaperçue. Nul n'est plus dupe. La candidature naturelle du champion du RDPC est magistralement bousculée au plan judiciaire par un jeune intrépide se situant aux antipodes de l'applaudimètre. Nul ne s'en préoccupe. Et l'on voudrait nous faire croire que c'est Maurice Kamto qui apparaît comme le dindon de la farce savamment fabriquée. Et dans son raisonnement, Kamto est justement dans ce moment de rupture où l'outsider doit créer son propre rapport de force pour exister. Ce débat touche une corde sensible au Cameroun. La peur. Peur de tout perdre si on va trop loin. Peur de l'échec si on ne tente rien. Peur de rêver. Peur d'obéir. Peur de trahir. Le système fabrique cette peur. Et les intellectuels, chacun à sa manière, l'affrontent. L'un avec prudence, l'autre avec frontalité. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils mettent à nu la grande tragédie politique du pays, l'absence de passage entre le rêve démocratique et la prise réelle de pouvoir. Onanguini voit dans Kamto une impasse stratégique. Abba Oyono y voit un pari encore ouvert. Mais tous deux disent à leur manière que l'acte politique au Cameroun est aujourd'hui une épreuve existentielle. Ce duel n'est pas clos. Il est peut-être même la répétition générale des affrontements idéologiques qui marqueront la présidentielle de 2025. Ce n'est plus seulement une bataille entre Kamto et Biya. C'est une bataille entre deux visions du Cameroun, deux visions de l'avenir, deux façons de croire encore à quelque chose. À la fin de cette passe d'armes, il ne reste pas de vainqueur, mais un goût persistant de vertige, celui d'un pays suspendu entre deux souffles, d'un peuple qui guette des signes, mais qui ne sait plus toujours à quel sens se vouer. Mathias Onanguini a joué la carte de la stratégie du calcul, de la prudence. Il a dégainé l'argument d'efficacité politique au nom d'une
lucidité froide sur le terrain camerounais. Pour lui, le leader du MRC se trompe de guerre et peut-être même de temps, mais dans sa logique subsiste un aveu implicite. Ce système est verrouillé. On y joue non pas pour gagner, mais pour rester vivant. Jean-Calvin Abaoyono, lui, a déchiré le voile carrément. Il a pointé l'absurde, l'arbitraire, l'inacceptable. Il ne croit plus aux apparences institutionnelles et il n'a pas peur de dire que Kamto, en boycottant, ne renonce pas. Il accuse, il dénonce un pacte de Dupéry national, mais dans ce refus, il y a aussi une prise de risque immense, celle des sorties du jeu sans pouvoir en inventer un autre. Ce débat en réalité dépasse la personne de Maurice Kamto. Il révèle une chose essentielle. Au Cameroun, même la pensée politique est piégée. On demande à l'intellectuel d'éclairer, mais on l'accuse aussitôt de trahison s'il penche d'un côté ou de l'autre. On lui reproche de ne pas rêver ou de rêver trop. C'est une démocratie des soupçons. Et pourtant, ce jeu d'idées est nécessaire car au milieu d'un silence, des urnes, de l'immobilisme des partis, de l'apathie calculée des élites, ce sont encore les voix comme celle de Méon ou d'Abaoyono qui maintiennent le débat en vie, parfois à leur risque et péril. Alors non, ce duel n'a pas tranché la question de 2025, mais il a au moins mis des mots là où il n'y avait que soupir. Des idées là où le désespoir menaçait de tout engloutir. Et c'est peut-être là, au fond, que commence la véritable transition.